Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage aussi sympathique que passionnant. Présentation. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est une icône des Gilets jaunes. Il se positionne comme un militant politique anarchiste de gauche. Il est même soutenu par la gauche radicale en 2005 quand il appelle à voter non au traité de Maastricht. Son blog s'invite alors dans les débats sur ce référendum. En 2007, il soutient le candidat altermondialiste José Bové. En 2016, son nom caracole en tête des candidats sur le site qui fait tant parler de lui, laprimaire.org. En 2017, son cœur balance entre Mélenchon et François Asselineau. En 2019, le divorce avec la France insoumise est consommé et il se rapproche d'Asselineau au nom de la lutte contre le traité européen, jugé par lui comme le marchepied du mondialisme. En 2017, l'épisode des Gilets jaunes le propulse sur le devant de la scène pour sa deuxième marode. Je veux parler du référendum d'initiative citoyenne. Le RIC est au centre de sa proposition de réforme constitutionnelle pour une démocratie directe. Ses positions originales dérangent, comme le principe d'une assemblée constituante tirée au sort, qu'on le classe comme populiste de gauche ou de droite, peu importe, c'est un adversaire du mondialisme transpartisan qui compte. Je vous demande d'accueillir Étienne Chouard. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas très bien Étienne Chouard, donc grand défenseur du RIC, donc le RIC qui est l'acronyme de référendum d'initiative citoyenne, qui est pour lui effectivement le meilleur outil démocratique permettant aux citoyens de prendre part aux décisions politiques. On ne vous voit plus trop dans les médias. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est parce qu'on ne vous invite plus ? Non, c'est parce qu'on ne m'invite plus. Mais en fait, on ne m'a jamais invité depuis 2005. En 2005, pendant le débat référendaire sur l'anticonstitution européenne, mon nom est arrivé avec une chance. C'était un texte qui a beaucoup circulé et qui a conduit les médias à me faire venir ou à venir chez moi, beaucoup. Ah, vous avez été un peu invité quand même. Vous avez fait une intervention particulièrement marquée chez Frédéric Tadei, c'était dans Ce soir et jamais. Oui, il y en a eu quelques-unes. Et puis un débat, j'avais eu l'occasion aussi d'animer. Mais en 17 ans, c'est pas beaucoup finalement. Parce qu'en fait, ce que je dis est très subversif, ce que je suggère est très dissident. Et voilà. Et en fait, c'est assez compliqué, je crois, de défendre le principe du gouvernement représentatif que j'appelle l'escroquerie parlementaire. Sérieusement, les yeux dans les yeux, à la loyale. Et donc, dans ce cas-là, ce que font les prétendus journalistes, parce que pour moi, ça n'en sont pas. Vous trouvez ça normal, donc un penseur non, comme vous, en réalité, si on regarde bien, donc interdit d'antenne, vous le dites, dans les grands médias, les médias mainstream en tout cas ? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais bon, c'est parce qu'on n'est pas en démocratie. Et c'est notre faiblesse, je pense, à nous tous, qui réfléchissons à la politique, c'est qu'on accepte d'appeler démocratie un régime qui est son strict contraire. Une démocratie, c'est un régime dans lequel le démos exerce le kratos, donc le peuple décide. Et dans le régime dans lequel nous sommes, le peuple ne décide de rien. Il est littéralement mis à l'écart. C'est écrit dans ce petit texte, là, c'est le plan de la prison, c'est la Constitution. Il faudrait y ajouter les traités européens. Mais ce texte, la Constitution européenne, la Constitution française et la Constitution européenne, c'est un deuxième mur d'enceinte, en fait, nous enferme littéralement. Alors, il est écrit nulle part que nous n'avons aucun pouvoir. Mais en fait, c'est une absence. Nous ne sommes nulle part là-dedans. Et c'est parce que nous ne sommes nulle part que nous sommes impuissants. Donc vous l'aurez compris, Étienne Chouard, c'est quelqu'un qui critique fortement la Constitution française ainsi qu'européenne. Et comme la vidéo d'origine fait plus de 95 minutes, donc j'ai sélectionné les passages où il développe cette idée et nous expliquant pourquoi nous avons une absence de pouvoir dans la Constitution française, selon lui, et quelles sont ses solutions. J'ai l'impression qu'on est comme des prisonniers dans une cellule, des prisonniers, et donc qui ne décidons de rien, et qui regardons par la fenêtre en disant « si on était dehors, il faudrait aller à gauche, non, pas du tout, il faudrait aller à droite », et on se dispute entre nous dans la cellule, alors que la porte en fait, de la prison, elle est fermée, mais pas fermée à clé, il suffirait de la pousser. Tout seul, je ne peux pas la pousser, elle est trop lourde pour moi, tous les deux, tous les trois, on n'y arriverait pas, mais si on était tous ensemble, on la pousserait et on s'évaderait. Oui, c'est justement ça, c'est que le problème, c'est qu'on doit pousser tous ensemble. Alors tous ensemble, je ne pense pas qu'on doive aller jusqu'à là, mais si je reprends l'image de la prison, à quoi ça correspond ? Ce serait pour bloquer cette 5e République. Ce serait tout simplement qu'il y a une très grande majorité qui se contente de ne pas aller voter, donc un plus grand nombre d'abstentionnistes qui rendrait l'élection complètement caduque. Ce qui serait, selon moi, à moins que j'ai pas compris ce qu'il voulait dire, la meilleure façon de sortir de la prison, donc de la 5e République. Et en sortant de la prison, on pourrait décider, oui, alors là, ce serait le moment de décider, de se disputer, est-ce qu'on fait des choses de gauche, est-ce qu'on fait des choses de droite, ou autre chose encore. Ceci dit, depuis la réélection de Macron, c'est terrible. Le fait qu'ils arrivent à faire réélire un tyran pareil, c'est quand même... Il y a un rapport de force qui est dur. Et donc là, en fait, je bosse sur un projet constituant. C'est-à-dire que j'ai du mal à mettre les gens au travail. Des gens, j'ai vu des milliers, probablement des dizaines de milliers de personnes
quand ils me croisent dans la rue, ouvrent leurs bras, me prennent dans leurs bras, disent « Tiens, Chouard, vous avez changé ma vie, c'est trop bien, continuez, on a besoin... » Super, vous avez changé votre vie, c'est une responsabilité. Donc vous faites des ateliers constituants? Ah non. Alors peut-être que pas tout le monde sait ce que sont les ateliers constituants selon Étienne Chouard. Donc déjà, c'est un concept développé par lui-même. Bien que ça ne soit pas une idée nouvelle, hein, il a été utilisé et élaboré dans plusieurs constitutions, dans plusieurs pays, notamment en Suisse et Venezuela pour l'exemple. Donc les ateliers constituants, en gros, ce sont des réunions publiques ouvertes à tous, permettant à chaque citoyen de participer directement à la rédaction d'une constitution, sans passer par un représentant élu, et permettant à chaque citoyen d'avoir une voix égale dans le processus de décision et garantir une constitution qui reflète les intérêts et les valeurs de la société tout entière. Ce qui, en théorie, pourrait renforcer la démocratie afin d'aider à surmonter les défauts du système politique actuel. Pourquoi vous ne faites pas d'atelier constituant? Et alors, en fait, j'ai du mal à... Je prétends que nous sommes les seuls à être capables d'écrire les règles de notre représentation. Pour l'instant, nous laissons les élus écrire les constitutions, donc les règles de la représentation. Nous laissons d'autres que nous laissons les professionnels de la politique écrire ce texte dans lequel il est décidé qui décide et comment on décide. C'est dans ce texte qu'on décide qui décide. Et nous laissons écrire ce texte par les élus. Après ça, on s'étonne que les élus n'en font qu'à leur tête et que nous ne pouvons rien décider. Ouais, non mais attends, la liberté et la souveraineté, ça s'institue. Avec tous nos sociétés. Et à mon avis, tous les sujets sont inférieurs à celui-là, parce que, je répète, on est dans une prison, on se dispute dans la cellule, nos discussions sont dérisoires. Que vous ayez raison, que vous ayez tort dans la discussion, peu importe, c'est pas nous qui décidons. Ce sont les riches qui ont pris le contrôle en 1789, 18e, 17e, suivant les pays. Ou plus tard. Ce sont les riches qui ont pris le contrôle du pouvoir politique en prenant le pouvoir constituant d'abord, et en instituant l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Je répète, l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour programmer, pour prédire que ceux qui ont les moyens d'aider, c'est-à-dire les plus riches, vont gagner tout le temps. Et c'est important que les citoyens reconsidèrent ce qu'ils considèrent, ce que nous apprenons à l'école comme étant le b.a.-ba de la démocratie, l'alpha et l'oméga de nos libertés, soi-disant l'élection, alors que c'est l'outil de notre dépossession politique. L'élection, c'est le moment où tu dis « Ok, j'accepte de ne jamais voter. Voilà, c'est quelqu'un d'autre que je désigne, là, je l'élis, et il va tout voter à ma place. » Ce moment-là, ce serait l'alpha et l'oméga de notre liberté, mais c'est une blague. La seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. On tire au sort. N'importe qui. Oui, n'importe qui. Ils sont moins compétents. Quoi, vous les trouvez compétents? Vous trouvez que ceux qu'on élit sont compétents? C'est une blague. Enfin, l'élection n'est pas du tout une garantie de compétence. Non. Avec le tirage au sort, vous avez en même temps le contrôle des tirés au sort, et ça change tout. Alors qu'avec l'élection, vous n'avez pas de contrôle et les gens sont... Donc voilà une des idées fortes séduisantes d'Étienne Chouard, donc le système d'élection tirage au sort. Une pratique qui a été largement utilisée en Grèce antique, en particulier à Athènes, environ entre 508 et 322 avant Jésus-Christ. Et effectivement, le tirage au sort était considéré comme le meilleur moyen de garantir l'égalité politique et d'éviter que le pouvoir soit concentré dans les mains d'une petite élite. D'abord, l'état de la liberté d'expression. La liberté d'expression, on est dans une émission qui s'appelle Bistro Liberté. La liberté d'expression, c'est le fondement de tout système démocratique pour vous? Alors, il y a plusieurs fondements, parce que je disais tout à l'heure que la procédure de désignation des représentants est sûrement le fondement central. Le tirage au sort, mais il faut l'apprivoiser. Quand vous l'entendez la première fois, le tirage au sort, il vous fait peur. Il vous dit, si je tirais au sort un con, ou un salaud, si je tirais au sort, je ne vais pas dire gros mots, mais bon... Ça vous dérange pas si je tirais au sort un incapable ou un bandit, les gens ont peur. Évidemment, tout le monde a peur. Les Athéniens, il y a 2500 ans, avaient peur aussi, bien sûr, ils faisaient plus de politique que nous, et pourtant ils ont pratiqué le tirage au sort pendant 200 ans. Ils l'ont pratiqué tous les jours, ils tiraient au sort. Et puis, ils avaient peur de tirer au sort un salaud ou un abruti. Et ils l'ont fait quand même. Comment ils ont fait? Il y avait des institutions complémentaires. On n'institue pas le tirage au sort tout seul. On institue le tirage au sort avec le contrôle des tirés au sort. Avec un contrôle avant le mandat, un contrôle pendant le mandat, un contrôle après le mandat, reddition des comptes. On pouvait le virer à tout moment. Les mandats étaient courts, non renouvelables. Donc il y a toutes sortes d'institutions qui font qu'on n'a pas peur du tout des tirés au sort parce qu'ils sont sous notre contrôle. Alors qu'avec l'élection, vous voyez bien que 200 ans, on a 200 ans de tirage au sort, pendant 200 ans, c'est les pauvres qui ont gouverné. Et c'était pas la gabegie, c'était la société la plus prospère de l'époque, la plus stable politiquement. Alors oui, c'est peut-être là où commence mon désaccord avec Étienne Chouard, même si c'est pas bien grave, c'est vraiment une question de point de vue, j'ai l'impression. Certes, le système de tirage au sort a mis clairement un grand coup de boost à la démocratie, mais ça me paraît très compliqué d'être catégorique sur le fait que le tirage au sort était la période la plus stable politiquement en Grèce antique. Et il en va de même pour l'idée que ce soit les pauvres qui dirigeaient. Je trouve que l'idée est difficile à défendre également. Surtout que les plus pauvres n'étaient pas considérés comme citoyens ou alors au mieux de seconde classe. Donc j'ai un peu du mal à croire qu'ils étaient majoritairement représentés
par les élus. Surtout que c'était de riches aristocrates pour la plupart, mais bon, il n'y avait pas le même rapport entre riches et pauvres à cette époque-là. Et je pense que malgré tout, c'est important de le noter. Et on a aussi 200 ans d'élections, donc depuis le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe, 200 ans de gouvernement des riches qu'on appelle le capitalisme. Combien de temps les pauvres vont continuer, 99%, combien de temps les 99% vont continuer à défendre l'élection? On est fou, quoi, on défend une procédure qui nous tient à l'écart, et après ça on se plaint d'être impuissant politiquement. Enfin, moi je suis populiste, je suis populiste comme un pianiste s'occupe de son piano, le populiste s'occupe du... Pas du tout. Mais Vous le revendiquez. Mais bien sûr, mais c'est marrant parce que considérer populiste comme une insulte, c'est signer le camp d'où on parle, quoi. Hein. Celui qui considère que le populisme, c'est mal, bah, c'est un ennemi du peuple, quoi. Hein. Bon, bah voilà, au moins c'est clair. Mais c'est pas mal d'être populiste. Hein. Tu es populiste, tu t'occupes des intérêts du peuple. Où est le problème? Mais il y a plein de mots comme ça mis à l'envers. Hein. Le mot démocratie, donc on utilise à tort et à travers pour désigner son contraire. Le mot citoyen, on nous appelle citoyen, mais un citoyen, c'est autonome. Un citoyen, il coproduit, il produit lui-même le droit auquel il consent à obéir, alors qu'on n'est pas du tout citoyen, on est des électeurs. On est des électeurs, c'est-à-dire qu'on obéit à un droit écrit par quelqu'un d'autre. On est comme des enfants politiques. Les enfants, étymologiquement, c'est les gens qui se taisent, hein, qui n'ont pas le droit à la parole. Et donc on est des enfants politiques et on se la pète en disant qu'on est des citoyens, mais il faut qu'on appelle un chat un chat. Nous sommes une population d'électeurs, donc d'enfants, donc d'impuissants. De plus en plus là-dedans. J'ai l'impression que le système macronien valide le fait qu'on soit des enfants politiques et on est infantilisé, on nous parle vraiment comme à des gosses en permanence et c'est bien resté comme ça. Mais c'est ce texte-là qui nous infantilise. Hein. Et ce texte, et puis l'école républicaine, hein, qui nous apprend que la démocratie c'est l'élection c'est la démocratie. Donc, mais je l'ai enseigné moi-même. Si tu sais pas, il n'y a pas le complot de l'école, tu vois, des profs qui pensent, c'est pas du tout comme ça. Nous enseignons ce que nous avons appris nous-mêmes. On recommence et c'est compliqué de sortir d'une habitude aussi longue. C'est-à-dire qu'on vous a appris dans votre famille d'abord, on vous a appris que la démocratie c'est l'élection. Ensuite, à l'école, on vous l'a dit. Ensuite, dans les livres, vous le lisez. À la télé, vous l'entendez. Dans les journaux, vous le lisez. Bah, vous y croyez, quoi. Hein. Et donc, il faut c'est un travail. Et c'est pas très compliqué. Hein. Moi, je me souviens, c'est en lisant Principe du gouvernement représentatif. Ça, c'est un titre de bouquin. C'est pas sexy. Hein. Vous voyez ça sur une étagère. Vous dites, c'est pas lui, je vais pouvoir commencer. Vous avez tort. C'est un bouquin très important. Principe du gouvernement représentatif. Principe au pluriel de Bernard Manin. C'est bouleversant. Ce type, qui est très gentil, un type adorable, j'ai rencontré depuis, il fait la description de l'élection et du tirage au sort de façon loyale. Il s'étonne qu'on appelle démocratie des régimes dans lesquels c'est l'élection. Et il explique comment fonctionnait le tirage au sort à Athènes. Et alors, lui, il préfère l'élection. Mais pour nous qui ne connaissions pas le tirage au sort, de le voir expliquer aussi loyalement, mais c'est une révélation. Tu te dis, attends, mais c'est incroyable ce truc-là, mais c'est beaucoup mieux. Au début, le tirage au sort, tu es toujours un peu surpris. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc? C'est un peu une fantaisie. Et puis, plus tu y travailles, plus c'est ce qu'il nous faut. C'est la procédure qu'il nous faut. Et pour revenir, si vous avez des objections, ça m'intéresse. Je les connais, hein, parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille là-dessus. Ça fait 17 ans. Et donc, c'est toujours les mêmes objections qu'on a. Et les objections se font réfuter, pour l'instant, sans exception. Il y a une réfutation de l'objection, voilà. Elle est légitime, votre objection. Oui, nous risquons d'avoir un incompétent. Il ne faut pas oublier que l'État n'est pas forcément ce qu'il est aujourd'hui. Si nous l'instituions, nous, c'est-à-dire si nous instituions... L'État, normalement, c'est nous. Oui, normalement, ça devrait être nous qui l'instituons. C'est-à-dire une constitution, c'est un texte par lequel un groupe d'humains qui a décidé de vivre ensemble précise les modalités de sa représentation, comment on désigne ceux qui vont décider en notre nom, comment on les contrôle, comment on les vire quand on n'est pas content, comment on garde la main. Et comment on modifie ces règles-là, comment on modifie la Constitution. Donc toutes ces règles-là, c'est à nous de les mettre en place et nous décidons ce qui s'est passé quand on institue un État. L'idée qui la sous-tend, c'est que, craignant la loi du plus fort, qui est tout sauf une loi, précisément, c'est mal nommé, mais craignant la loi du plus fort, c'est-à-dire l'arbitraire des plus forts, nous décidons d'instituer une puissance publique plus forte que le plus fort d'entre nous, pour que même le plus fort d'entre nous ait peur de quelque chose. Donc nous instituons une puissance qui, parce qu'elle est publique, est forte, est capable d'être forte, plus forte que le plus fort d'entre nous. Et c'est elle qui va réguler nos rapports. Mais attends, cette puissance, elle est dangereuse. Et en même temps qu'on l'institue, nous devrions, mais il faudrait que ce soit nous qui l'instituions pour que ça marche. En même temps qu'on l'institue, on sait qu'on en a besoin, mais que c'est dangereux. Et comme c'est dangereux, en même temps que les pouvoirs, on institue des tas de contrôles des pouvoirs. Il faut que chaque pouvoir, il est très important que chaque pouvoir ait peur. Je m'arrête exprès pour que vous compreniez que c'est super important. Il est très important pour nous tous que tous les pouvoirs, que chacun des pouvoirs ait peur. Peur de quelque chose. Et c'est à nous d'instituer. Alors, pour l'instant, nous laissons les pouvoirs instituer eux-mêmes les règles de leur contrôle. Et donc, évidemment qu'ils instituent des faux contrôles dont ils n'ont pas peur. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Hein. Les pouvoirs, surtout que les pouvoirs actuels, on le voit très bien, sont dans une impunité totale. Hein. Ce qui est un peu frustrant et ce qui peut créer de grosses tensions, ce qui va en créer d'ailleurs, à un moment ou à l'autre, je pense. Mais
dans le système populiste qu'Étienne Chouard nous propose, si c'est nous qui gouvernons, finalement, je mets des guillemets en disant ça, quelle serait finalement la plus grosse de nos craintes? De quoi devrions-nous avoir le plus peur? C'est une question qui me vient, auquel j'ai pas franchement de réponse, à part celle la plus simple que je dirais de nous-mêmes. Mais si vous avez une idée, évidemment, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Qu'est-ce qui fait que l'injustice perdure ? Qu'est-ce qui fait que l'injustice perdure, malgré le fait que vous connaissez les injustices? Qu'est-ce qui fait que les dysfonctionnements perdurent, alors que vous connaissez les dysfonctionnements? Vous savez comment il faut les régler, vous avez les solutions. Ce qui fait que vous ne changez rien, c'est que vous êtes impuissant politiquement. Nous sommes impuissants politiquement, et nous nous foutons du texte dans lequel cette impuissance est programmée. Enfin, on va pouvoir nous rétorquer qu'on vote, que c'est... Non, mais on ne vote pas, on élit. Bah oui, Élire, c'est renoncer à voter. Donc on ne vote pas, justement. Nous ne votons jamais. Les seuls moments où on vote, c'est les référendums. Oui, ça va faire agir derrière. On va tout péter! Les seuls moments où on vote, c'est les moments des référendums. Et les référendums, c'est pas nous qui posons la question. Ils sont pas d'initiative populaire, pardon. Donc c'est pas nous qui choisissons les questions. Donc on ne nous pose que des questions à la con auxquelles on répond une réponse évidente. Et après ça, on présente ça comme Si elle n'est pas évidente, elle est annulée. Et si elle n'est pas évidente, elle est annulée, comme en 2005, ça a été annulé en 2008. Mais est-ce que les pouvoirs publics ont peur? Parce que regardez, non, ils n'ont pas peur, justement, parce qu'il n'y a pas de constitution. Nous n'avons pas de constitution digne de ce nom. Regardez. Si vous voulez instituer une démocratie, enfin, nous avons besoin de démocratie. C'est-à-dire que notre problème, c'est que nous ne sommes pas en démocratie, nous n'avons aucun pouvoir, et les riches font ce qu'ils veulent, au point de ne plus payer d'impôts. À Athènes, il n'y a que les riches qui payent les impôts. Aujourd'hui, les riches sont ceux qui payent pas d'impôts. Là-dessus, ça va être compliqué de le contredire, parce qu'effectivement, si nous sommes des électeurs, tout simplement, élire, c'est renoncer à voter. Donc, moi, je pense qu'en y réfléchissant un petit peu, c'est assez clair. Il dit à un moment que les pauvres ne payaient pas d'impôts à Athènes ou en Grèce antique. J'ai un peu, là-dessus, j'ai pas du tout ce que j'ai retrouvé. Tous les citoyens ont payé, et les plus pauvres étaient des esclaves. Donc c'est pas très important. Mais je pense qu'il faisait surtout allusion, il fera surtout allusion à un moment à la fraude fiscale. Et effectivement, la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros par an en France. Si on pouvait mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, histoire de récupérer une grosse partie, peut-être en les taxant un peu moins les riches, parce que je crois qu'ils sont à 75% ou un truc comme ça, peut-être en les taxant un peu moins, histoire qu'ils ne veulent pas partir. Mais 80 milliards, vous vous rendez compte, c'est en 30 ans, on a remboursé la dette française. Là, vous parlez de l'évasion fiscale, vous parlez de l'évasion taux fiscale, d'impôt. Oui, absolument. De toutes les façons d'échapper à l'impôt qu'ont les plus riches. Nous avons besoin d'un régime dans lequel... Les riches ne payent pas d'impôts en France, ça c'est... Proportionnellement, ils en payent ici. C'est une question de nuance, de proportion. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut une démocratie, c'est-à-dire si on veut un régime dans lequel la population décide elle-même de son destin, il faut penser, quand on institue cette puissance politique de décider, il faut penser en plus à instituer une souveraineté monétaire. Donc voilà, la souveraineté monétaire, donc ça fait partie évidemment du programme d'Étienne Chouard, un programme que je trouve personnellement le plus important. Alors il ne faut pas oublier, et il le sait très bien, que la France doit, en février 2023, 2800 milliards d'euros. Donc effectivement, soit il faut avoir quelques solutions pour ça, et il en a quelques-unes. Et la première de ces solutions serait tout simplement de ne pas rembourser cette dette. Enfin, plus précisément, ne pas payer une partie de la dette, celles qui n'ont absolument pas servi aux intérêts des Français, telles que les guerres, les cadeaux fiscaux aux entreprises, etc. Donc il propose tout simplement de ne pas rembourser cette partie. Et c'est pour cela qu'il plaide clairement pour une monnaie souveraine française, qui serait émise et contrôlée par l'État, donc nous, et non pas par des banques privées, ce qui nous permettrait évidemment de ne pas dépendre des banques centrales. Parce que si vous instituez une souveraineté politique et que quand il faut ensuite financer les décisions que vous avez prises, au moment de financer, il faut aller demander à un banquier, central ou pas central, il faut aller demander à un banquier si va vous créer l'argent nécessaire, si lui il a le pouvoir de vous dire oui ça vous le ferez ou ça non je ne vais pas vous le donner, c'est lui qui est souverain. Donc si vous voulez être souverain politique, il faut que vous soyez aussi souverain monétaire. Or nous avons perdu, depuis maintenant quasiment 300 ans, nous avons perdu le contrôle de notre monnaie. En fait, je ne peux même pas dire qu'on l'a perdu parce qu'on ne l'avait pas. En fait, les premiers à comprendre que c'était aussi simple de créer la monnaie ont été les usuriers, donc, qui sont devenus les banquiers, et nous, on a compris trop tard. Là, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas le contrôle de la création monétaire et ça nous manque cruellement. Or, il faudrait, j'ai pas beaucoup de temps, donc je fais des conférences entières là-dessus, mais il faudrait que je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce qui est souhaitable pour tout le pays. Après la crise de 29, en Autriche, en Allemagne, partout, le chômage a sévi. D'un seul coup, nous avions beaucoup moins d'argent.
Et donc, il y avait du chômage. En fait, quand il n'y a pas assez d'argent, il y a du chômage. Quand il y a trop d'argent, il y a de l'inflation. Et quand il n'y a pas assez d'argent, il y a du chômage. Et donc, il y avait un chômage de masse terrible. Il y a des communes dans lesquelles il y avait 60% de chômeurs, tout était bloqué. Une petite commune qui s'appelait Schwanenkirchen, c'est un nom à coucher dehors avec un billet de logement, un nom compliqué. Puis il y a une autre commune qui s'appelait Worgl, W-O-R-G-L, et qui ont donc chômage terrible, tout bloqué, les mineurs qui ne vont plus travailler, on ne peut pas les payer, les commerçants qui ne travaillent pas, la misère. Et les maires de ces deux petites communes, et puis d'autres ensuite, ça fait tache d'huile, hein, les maires avaient lu Silvio Gesell et la théorie de la monnaie fondante, la théorie de la souveraineté monétaire de la puissance publique, et ils ont eu le culot, et c'est ça que nous devrions avoir aujourd'hui, ils ont eu le culot de créer des bouts de papier. Donc c'est le maire avec son conseil municipal, et ça se discute, ça se prépare à fond, mais ils ont eu le culot de créer des bouts de papier. Alors, ils savaient que créer la monnaie, c'était interdit, parce que les usuriers ont fait bien attention à interdire qu'on fasse ça. Et c'est ça qui nous emprisonne complètement. Mais là, c'était tellement criant la crise qu'ils ont eu le culot, le courage de créer des bouts de papier sur lesquels ils n'ont pas écrit monnaie, ils ont écrit bon travail, certificat de travail. C'est ça la monnaie, c'est les certificats de travail. Hein. Donc, mais ils ont écrit certificat de travail. Et ils ont décidé de payer les mineurs avec ces certificats de travail, d'accepter ces certificats de travail en paiement des impôts. Et il y avait une partie des commerçants qui ont joué le jeu, qui ont dit « Ok, on va accepter ces certificats de travail comme monnaie en paiement ». Et puis une autre partie des commerçants qui ont pas voulu jouer le jeu, qui ont dit « C'est de la monnaie de singe, nous on continue à vouloir des marques ». Et en fait, il a fallu, mais c'est pas des mois, en quelques semaines, le chômage disparaît. C'est-à-dire que dès que nous instituons une puissance publique capable de créer la monnaie, en lui donnant comme mission, avec cette monnaie, il faut que tu sois employeur en dernier ressort. N'oubliez pas cette expression, employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que moi, citoyen, je te donne à toi le maire et ton conseil municipal, je te donne le pouvoir de création monétaire parce que c'est un geste politique, c'est pas un geste économique, hein, c'est un geste politique. Je te donne à toi, et c'est pareil au niveau de l'État, je te donne à toi, chef de ma communauté politique locale, le droit de créer la monnaie, mais c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour donner du boulot à ceux qui en ont pas, pour qu'il n'y ait plus de chômage. Et quand ils le font, en quelques semaines, il n'y a plus de chômage. Les gens se mettent à bosser. Et à ce moment-là, les commerçants se remettent à s'activer. Les bonnets de nuit qui ne voulaient pas y participer, voyant que ça marche, se mettent à faire marcher. Et vous avez toute l'activité qui reprend et la prospérité qui revient. Il n'y a rien de plus simple. Alors, les banquiers vont vous dire, c'est inflationniste si vous créez la monnaie. Ça n'est pas vrai. Écoutez bien, ça n'est pas vrai. Ce qui est inflationniste, c'est créer la monnaie sans contrepartie. Vous avez deux valeurs à connaître. Vous avez la valeur des richesses, toutes les richesses que nous produisons, et puis vous avez la masse monétaire, tous les signes monétaires que nous avons à notre disposition pour échanger ces richesses. Il faut que ces valeurs restent comparables. Si vous avez trop de monnaie par rapport aux richesses, si vous créez la monnaie, chaque monnaie a une contrepartie de plus en plus faible, et la valeur de la monnaie s'affaiblit, et les prix augmentent en contrepartie, et vous avez de l'inflation. Donc vous avez en fait, en créant de la monnaie, vous avez dévalorisé votre monnaie, et vous allez finalement revenir à une situation pire qu'avant. Si la production s'effondre, comme dans le cas d'une guerre ou d'un blocus, vous avez le même effet. Vous avez un effet d'inflation. Les hyperinflations, d'ailleurs, sont souvent créées, non pas par une création publique de monnaie, comme les banquiers voudraient nous le faire croire, mais c'est souvent parce qu'il y a une guerre ou une diminution de la production des richesses. En tout cas, c'est quand il y a trop de monnaie qu'il y a de l'inflation, et inversement, quand il n'y a pas assez de monnaie, il y a du chômage. Ça devrait être une prérogative publique sous contrôle citoyen d'observer que nous avons de l'inflation et donc d'augmenter les impôts, de créer moins de monnaie pour ramener le niveau de la monnaie au niveau raisonnable, ou bien quand il y a du chômage, ça devrait être une décision politique des citoyens de dire nous avons besoin de monnaie supplémentaire, et quand vous créez de la monnaie dans cette circonstance-là, vous donnez la monnaie à des chômeurs, mais quand vous donnez de la monnaie à un médecin qui était au chômage, il ne crée plus de richesse. C'est un drame, c'est tragique cette situation du chômage. Ces gens ne créent pas de richesse juste parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a rien de plus simple que de créer l'argent pour ces gens-là. L'État, un État digne de... Oui. L'État ne devrait pas emprunter la monnaie. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie. C'est pas si facile. C'est pas parce que vous allez créer de la monnaie que vous allez avoir... Là, en ce moment, on a l'inflation, on a le chômage. C'est parce que vous créez de la monnaie, vous allez avoir le plein d'emploi. Toutes les situations dans lesquelles les autorités se sont arrogées, se sont permis de créer la monnaie pour payer les gens, ils ont mis fin au chômage. Donc, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il la crée. L'État devrait créer la monnaie quand il dépense, et l'État devrait détruire la monnaie quand il reçoit l'impôt. Ça donnerait la même chose que ce que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pensons dans un autre sens. Pour l'instant, nous pensons les banques créent la monnaie quand nous empruntons, et ils la détruisent quand nous le remboursons. Ça se passe dans la société civile. Et l'État, nous le voyons venant comme quoi piquer de l'argent par de l'impôt. Alors on prend 100 d'impôts, et si on a réussi à prendre 100 d'impôts, 2, on peut avoir 100 de services publics.
nous collectons 100 d'impôts pour dépenser 100 de services publics. Vous pensez comme ça pour l'instant. Et vous vous dites, s'il n'a collecté que 100 d'impôts, il peut dépenser que 100 de services publics. Donc, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les recettes et les dépenses. Essayez de penser dans l'autre sens, en vous disant, l'État crée des services, dépense de services publics, il crée les 100, il les crée, les 100, pour payer les services publics, et ensuite, il va les récupérer sous forme d'impôts, vous avez toujours 100 égale 100. Sauf que si vous avez besoin de plus de services publics, puisque c'est ça qui est le moteur, au lieu de dépenser 100, vous dépensez 200 de services publics, et vous avez... Donc vous créez 200 d'impôts. Et puis vous prenez 200 d'impôts. Donc vous êtes pour l'augmentation des impôts. Mais oui, mais pas par personne, puisque vous avez donné plus d'argent à plus de monde. Vous avez mis au boulot les chômeurs, donc vous allez prélever 200 d'impôts, mais pas sur la même population, sur une population plus grande. Et donc, c'est pas du tout plus douloureux. Or, les banquiers créent de la monnaie, mais alors à gogo, vous avez vu, depuis 2008, c'est incroyable, c'est des milliers de milliards qui créent sans contrepartie. C'est vrai que c'est quand même fou d'imaginer qu'un pays comme la France ait choisi un système monétaire basé sur la dette publique, alors que plein d'autres pays, je vais citer comme par exemple l'Allemagne, la Suisse, la Norvège, le Danemark, l'Islande, sont des pays qui ont choisi un système plus ou moins similaire à celui qu'Étienne Chouard nous propose actuellement, celui de créer de la monnaie pour les dépenses publiques tout simplement, et après les récupérer sur impôt. Mais créer de la dette, plus de l'intérêt, c'est quand même dur à imaginer quand même. Moi j'ai pas la connaissance, je sais pas historiquement comment ça a pu arriver, une telle aberration quand même. Est-ce que c'est pas ce qui se passe depuis la crise sanitaire, c'est-à-dire cette création de monnaie qu'on injecte auprès des gens pour qu'ils ne travaillent pas? Oui, mais précisément, il n'y a pas de contrepartie là en l'occurrence. C'est-à-dire que les gens travaillaient, on les empêche de travailler et on leur donne l'argent sans qu'ils travaillent. C'est-à-dire que ça, c'est inflationniste. Ouais, c'est vrai. Vous êtes bien d'accord là-dessus. Alors que quand tu touches le chômage, c'est que tu as cotisé aussi pour toucher le chômage. C'est pas juste de l'argent gratos. Ça peut durer qu'un temps, ça. Non, ce dont il est question, c'est de donner du boulot à ceux qui n'en ont pas, en créant la monnaie en même temps qu'on les met au travail, ce qui fait qu'on ne fait pas que créer de la monnaie, on crée la monnaie et la contrepartie de la monnaie, donc ça n'est pas inflationniste. D'autre part, quand l'inflation, c'est multifactoriel. Quand vous observez qu'il y a de l'inflation, il faut absolument qu'il y ait une indexation de tous les contrats sur les prix. On oublie de parler de ça, personne ne parle de ça, mais c'est dingue. Pendant les 30 glorieuses, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70, plus que ça, 80, puisque c'est les socialistes qui ont détruit ça, tous les contrats, donc les salaires étaient indexés sur les prix, les loyers étaient indexés sur les prix. Non mais c'est super important parce que l'inflation, on s'en fout complètement. Alors, je ne me fous pas de l'hyperinflation, mais une inflation de 3, 4, 5%, ça n'a aucun impact sur les petites gens, comme ils disent. Si les salaires suivent automatiquement. Vous savez quoi, j'aimerais vous poser une question. C'est criminel d'avoir supprimé l'indexation des salaires et des contrats sur les prix. C'est criminel. En Turquie, il y a une inflation énorme et pourtant les salaires augmentent et il n'y a pas derrière de pauvreté, de chômage de masse. Mike, ça veut dire pour ouvrir ce débat, je vais vous poser à tous une question simple, comme ça, centrer un peu le sujet. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais surtout vous montrer comment Étienne Chouard développe l'idée d'une nouvelle démocratie, le tirage au sort et la souveraineté monétaire. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, liker et surtout commenter et donner votre avis dans l'espace commentaire. J'espère vous revoir très vite sur une autre vidéo. À bientôt.